Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Ce ne sont pas 4 fenêtres sur le monde qu'on vous ouvre tous les jours, mais carrément des baies vitrées. C'est parti. Quand vous êtes architecte, vous concevez des bâtiments. Une ville entière, c'est beaucoup plus rare. C'est pourtant ce que Le Corbusier a fait en Inde, à Chandigarh. Une ville-village, une ville-jardin, nous y serons dans quelques instants. Elle a du mal à monter les côtes, elle n'est pas bien grande, mais pour beaucoup d'Espagnols, la Seat 600, c'était l'objet du désir. Ça a été la voiture des premières rencontres, des premiers baisers. C'était interdit de s'embrasser en public à l'époque. Je parle des couples hétéros, même pas des homosexuels. Eux, c'était directement la prison. C'est à son volant qu'on fera un tour du côté de Barcelone, là où elle a été créée. Voilà un classique des brasseries parisiennes, le croque-monsieur, ou croque-madame si vous préférez avec un œuf. Dans Papille, non seulement vous découvrirez l'origine de ces deux noms, mais aussi évidemment leur recette. Avec du beurre, de la béchamel et du fromage. C'est beaucoup d'amour, c'est ce qu'on dit en cuisine. Beaucoup d'amour, ça veut dire souvent beaucoup de gras. Au Cambodge, je vous raconterai comment un jeune Français a tenté de piller l'un des plus beaux temples khmers du pays. Il n'était pas encore écrivain, il n'était pas encore ministre de la Culture. On reviendra sur la part d'ombre d'André Malraux dans l'Incontournable. Et tout de suite, c'est le moment de la devinette. Savez-vous qu'il existe un petit bout de Californie quelque part en France? Et deuxième question, où est-ce qu'il se trouve? Ces immeubles, cette villa, ce motel, il y a comme un petit air de Palm Springs, le style moderniste des grands architectes américains. Et pourtant, ces édifices se trouvent en France. Ils ont été construits à la fin des années 20. Si vous voulez savoir où, je vous le révélerai en fin d'émission. On continue à parler architecture et pour ça, on va un peu plus loin que la France. On va se rendre au pied de l'Himalaya, témoin d'un mariage réussi entre la végétation et le béton. On part chez Le Corbusier, à Chandigarh, la ville qu'il a créée ex nihilo pour l'inspiration. Dans la plaine du Pendjab, face à l'immensité de l'Himalaya, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, a vu toutes ses certitudes vaciller. Quand ce génie de l'architecture, célébré dans le monde entier, arrive dans cette Inde pastorale en 1951, c'est en chantre du modernisme. Ces unités d'habitation qu'il vient d'inaugurer par sa cité radieuse à Marseille lui valent autant d'adulateurs que de détracteurs. Architecte accompli, Le Corbusier est un urbaniste inassouvi. L'Inde lui offre enfin la possibilité de bâtir toute une ville nouvelle, et pas n'importe laquelle. Une capitale pour la région du Pendjab, destinée à accueillir 500 000 âmes. Il crée alors son œuvre majeure ex nihilo, la ville de Chandigarh. Je pense que pour lui, c'était le jackpot. Toute sa vie, il avait conçu des tas de plans pour de nombreuses villes, y compris pour développer Paris. Mais personne ne lui avait donné l'opportunité d'appliquer ses théories. Si nous avons eu la chance d'avoir Le Corbusier, lui, il a eu la chance d'avoir Chandigarh. C'était l'opportunité non pas d'une vie, mais de 100 vies. Aucun autre architecte n'a jamais eu autant de liberté. Le terrain est totalement libre. Une plaine illimitée, s'appuyant sur des collines et un fond d'Himalaya. Ces montagnes doivent être un élément essentiel dans la ville. À 64 ans, à des milliers de kilomètres de son atelier parisien, Le Corbusier embarque à bord d'une Jeep en février 1951 sur les terres émeraudes du nord-ouest de l'Inde. C'est ici, sur la plaine fertile du Pendjab, assujettie à l'eau descendue des montagnes de l'Himalaya, que sa future ville doit éclore. Quand Le Corbusier est arrivé et a découvert le site, il a été tout de suite subjugué par la ligne des montagnes au loin. Ça a été une impression très forte pour lui. Ces montagnes ont sans doute éveillé en lui
beaucoup d'émotions. Et ensuite, dans chacun de ces croquis, il va d'abord dessiner le profil de la montagne, puis les bâtiments. Visionnaire autant que radical, obnubilé par la fonctionnalité du bâtiment, le voilà dérouté par la simplicité des modes de vie. Promenant son carnet de croquis dans les villages, il s'imprègne du décor mythique qu'offre cette terre paysanne. Nous sommes au milieu d'une campagne qui n'a pas de temps. Les villages sont si vieux qu'ils n'ont pas de date. J'observe l'amitié qui lie affectueusement les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, les vaches. Tous visibles, présents, contigus, solidaires. C'est là une jolie maison. Quand a-t-elle été construite? Oh, c'est très ancien. Autrefois, toutes nos maisons étaient construites comme ça. Le Corbusier a été frappé par l'importance de la vie en communauté. Les gens étaient très soudés. En plus des bufflonnes pour le lait, ils avaient des chèvres, des poulets, des volailles. Et le tout coexistait de manière très harmonieuse. Le Corbusier avait réalisé de nombreuses études sur le fait que l'homme n'est pas la seule espèce vivante sur cette planète, qu'il doit apprendre à coexister avec tous les êtres vivants. Il était particulièrement fasciné par les cornes de taureau. Il en a fait de nombreux croquis. Certains disent même que le toit de l'Assemblée régionale de Chandigarh ressemble aux cornes du taureau. Ému par l'harmonie maîtresse de cette terre, le Corbusier se résout à fondre Chandigarh dans le décor qui l'entoure pour lui donner les qualités intemporelles de ce paysage rural. C'est en déambulant dans les jardins de Pinjore, à quelques kilomètres de Chandigarh, que sa pensée se concrétise. Dans ce jardin, établi au XVIIe siècle par les conquérants moghols, l'harmonie rencontre l'ordre, cher à l'architecte. Tous les jardins moghols, ou jardins persans, étaient basés sur le concept de ce qu'ils appelaient les jardins paradisiaques, où il y a de l'eau, des dattes, des palmiers, de la nourriture et de l'ombre. Ces éléments étaient les plus précieux qui soient. Et puis vous avez la géométrie, apportée par le bassin central, encadrée de chaque côté par l'ombre des arbres fruitiers. Le Corbusier s'est rendu compte qu'il pouvait reprendre ces éléments, utiliser l'eau pour rafraîchir l'air ambiant, mais aussi pour les jeux de reflets, ou encore les arbres pour donner de l'ombre. Quand il fait surgir Chandigarh, le Corbusier réalise dès lors une ville-jardin, dont la végétation constitue la structure. À l'image des jardins de Pinjore, chaque rue, chaque avenue se pare d'espèces endémiques. Chaque arbre est étudié et choisi pour sa forme, sa hauteur, sa couleur. La nouvelle capitale du Pendjab devient l'une des seules métropoles au monde conçue d'après un plan arboricole. C'est une utopie, c'est l'Arcadie, un lieu paradisiaque. Les arbres sont magnifiques. Les premiers fleurissent au mois de février, avec des fleurs orange, rouge écarlate. Vous savez alors que le printemps arrive. Ensuite, tous les 15 jours, ce sont d'autres arbres. C'est comme une symphonie, avec une première note pour commencer, une deuxième note, et encore une autre. Et enfin, au mois de juin, ce sont les arbres aux feuilles orange et jaunes.
J'ai beaucoup de chance. Quand je me lève le matin, je peux prendre remonter devant chez moi, sur la pelouse. Il y a des écureuils qui montent et qui descendent. Un arbre, c'est un organisme vivant qui abrite toutes sortes d'oiseaux, de petits mammifères. Et je vois les collines. Je me sens béni par ces montagnes sacrées, par l'Himalaya. Qu'est-ce qu'un être humain peut vouloir de plus ? Mais le Corbusier doit aussi tenir compte des aspects moins hospitaliers de la nature au Pendjab. À Chandigarh, je me suis inspiré du climat, du soleil et de la pluie. Ces deux conditions sont telles qu'elles imposent des notions entièrement neuves d'architecture. C'est ce qui m'intéresse dans ce projet. Un climat terrible, autant que formidable. Toute la région de Chandigarh est soumise à un climat contrasté. On a des étés très chauds, des hivers très froids et une mousson très importante. Quand Le Corbusier est arrivé ici, il a donc été très surpris. Il a dit « Il n'y a pas un, mais 6 climats différents qu'il faut prendre en compte ». Troublé par la force de cet environnement, Le Corbusier prend donc ses distances vis-à-vis de ses propres écrits pour réaliser le sommet de la composition de Chandigarh, le complexe du Capitole. Tout en béton armé, se dressent au nord de la ville 3 bâtiments de pouvoir, la Haute Cour de justice, l'Assemblée et le secrétariat de l'État du Pendjab. Le Corbusier n'a pas ignoré l'aspect climatique quand il a créé les bâtiments du Capitole. Il a utilisé ces fameux brise-soleil sur les façades. Et dans le bâtiment de la Haute Cour de justice, au-dessus de la structure principale, il a conçu un double toit qui fait office de parasol. Cela apporte de l'ombre aux étages inférieurs. Et sur le bâtiment du secrétariat, tous les murs sont en retrait de presque 2 mètres. Au climat s'ajoute une autre contrainte. Dans cette campagne hors du temps, les moyens semblent archaïques à celui qu'on surnomme l'apôtre de la civilisation machiniste. Impossible ici de bâtir des édifices tutoyant le ciel. Sur les premières esquisses, le bâtiment du secrétariat se dressait en hauteur, mais Le Corbusier a réalisé que les ascenseurs n'existaient pas encore ici. Alors, il l'a littéralement posé à l'horizontale. Ici, il n'y avait ni grue, ni machine, ni bétonneuse pour le construire, seulement des femmes. Vous le voyez sur toutes les photos de Chandigarh à l'époque. Des femmes avec un enfant dans les bras, en tenue traditionnelle. Le Corbusier a même écrit « Cela restera dans l'histoire que j'ai fait bâtir tout cela avec des gens qui transportaient les matériaux à dos d'âne. » Au-delà de ces palais, comme il les qualifie, Le Corbusier conçoit une ville destinée à accueillir les réfugiés de la partition des Indes. Quatre ans plus tôt, en 1947, au moment de l'indépendance, le Pendjab s'est retrouvé coupé en deux, sa capitale Lahore passée sous le giron du nouveau Pakistan. Côté indien, Chandigarh se veut donc être la nouvelle capitale régionale, assignée à célébrer la liberté de la nation autant qu'à panser les plaies de l'effroyable scission du pays. Quand la partition a eu lieu, des centaines de milliers de personnes ont traversé la frontière. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées, massacrées. Les gens comme nous avaient dû quitter leur maison, leur terre, tout. Nous sommes arrivés ici sans rien, avec uniquement le vêtement que nous portions, sans logement, sans argent. C'était une expérience épouvantable. Pour redonner des repères à ces réfugiés, Le Corbusier reprend ses théories et fait de Chandigarh un modèle d'architecture fonctionnelle. Il la divise en 60 secteurs, autant de villages dans la ville conçus pour être complètement autonomes. Commerce, écoles, dispensaires, tout doit être accessible en moins de 10 minutes. Les habitats, eux, sont le fruit de l'imagination de ses 3 confrères, son cousin Pierre Jeanneret et les Britanniques Jane Drew et Maxwell Fry.
Ils ont essayé d'introduire de la modernité autant que possible, tout en gardant à l'esprit la façon dont les gens vivaient. Dans les maisons, par exemple, ils ont laissé beaucoup d'espace ouvert parce que nous, les Indiens, nous avons un mode de vie tourné vers l'extérieur. Il y a donc de grandes terrasses à l'avant et à l'arrière. Ce sont des maisons très compactes, mais avec des cours. Ils ont ainsi incorporé l'esprit de l'Inde dans ce qu'ils faisaient. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Ce que Le Corbusier a construit était incroyable pour l'époque. Vous ne trouverez aucune autre ville comme Chandigarh. J'aime ma maison. Avec ses espaces ouverts, elle est aérée en permanence. Et à l'intérieur, nous ne sentons jamais la chaleur de l'été. Ça fait des années que nous vivons ici et je ne me vois vivre nulle part ailleurs. Je veux juste rester à Chandigarh. C'est au tribunal de Chandigarh que l'une des plus retentissantes affaires d'héritage a été jugée. Elle a duré plus de 20 ans. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Pam, 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 parapapam. Il n'y a pas qu'à Dallas que l'univers est impitoyable. À Faridkot aussi. Situé dans le Pendjab, dans le nord de l'Inde, le district de Faridkot a été le théâtre d'une très longue procédure judiciaire. La princesse Amrit Kaur a attendu 33 ans pour hériter enfin de la fortune de son père, dernier Maharaja de Faridkot décédé en 1989. Dans l'imaginaire collectif, les Maharajas, ce sont des palais sublimes comme celui de Lake Palace, de la soierie magnifique et des chasses aux tigres à dos d'éléphant. Dans la vraie vie, en tout cas celle du dernier Maharaja de Faridkot, on parle plutôt de placement, d'immobilier de prestige, d'un aérodrome, de quelques voitures de collection, une fortune estimée à plus de 2,5 milliards d'euros. Durant toute la période coloniale, les Maharajas sont les relais de l'Empire britannique. Ils sont environ 600 dans toute l'Inde à régner sur des territoires de la taille du Vatican, pour le plus petit, à celle de la France pour le plus grand. Maharaja signifie d'ailleurs grand roi en hindou. Pour garder leur possession, ils ont en quelque sorte prêté allégeance à la couronne britannique, en échange de quoi ils ont été autorisés à s'enrichir encore plus. L'indépendance de 1947, puis la première ministre Indira Gandhi en 1971 ont définitivement mis un terme à ce régime. Ils ont néanmoins eu le droit de conserver leurs biens. Alors, quand Amrit Kaur ouvre le testament de son père, elle est surprise de ne rien avoir. Pas la moindre petite roupie. Son père lui avait pourtant assuré qu'elle toucherait sa part. Ce testament, les experts l'ont trouvé bizarre, truffé de fautes alors que le Maharaja était un érudit. Bizarre aussi que ce soit les avocats du défunt qui empochent la fortune, comme dans un mauvais film. Il faut préciser que le dernier Maharaja ne se remet pas de la mort accidentelle de son fils. Les avocats cupides auraient-ils profité de la faiblesse de l'homme? Eh bien oui, a décidé la justice indienne. 33 ans après la mort du défunt, les deux filles vivantes ont finalement hérité des biens de leur père. La plus vieille avait 89 ans à l'époque. Mieux vaut tard que jamais. Vous pouvez me citer combien de chansons qui ont pour titre une marque de voiture? Je vous aide. Il y a ma Benz de NTM, Ford Mustang de Gainsbourg, Little Red Corvette de Prince. Et en Espagne, il y a Adelante Hombre del 600, une chanson qui met en avant l'iconique Seat 600, notre héritage du jour. La Seat 600, c'était la liberté. Je me souviens que tout ce qu'on ne pouvait pas faire à l'extérieur, on le faisait à l'intérieur, comme un cocon. Ça a été la voiture des premières rencontres, des premiers baisers. C'était interdit de s'embrasser en public à l'époque. Je parle des couples hétéros, même pas des homosexuels. Eux, c'était directement la prison. C'est un de ces petits plaisirs auxquels Carlos ne renoncerait pour rien au monde. S'échapper de Barcelone dans la campagne catalane à bord de sa Seat 600. Un modèle de collection qui le transporte autant dans l'espace que dans le temps.
Bon, c'est vrai qu'elle a les défauts de son époque. Elle n'est pas assez puissante dans les montées, le moteur chauffe vite, et puis elle cale souvent. Mais dans une Barcelone où il y avait si peu de transports en commun, pouvoir aller travailler en voiture, c'était bien plus pratique. Pour notre génération, la Seat, ça a vraiment été une révolution. Cette marque, bien des Espagnols ont avec elle une relation viscérale. Bien après les horreurs de la guerre civile, Seat naît dans les années 50 de la volonté d'un homme, Franco, de faire prendre au pays le train du progrès. 20 années d'un développement économique fulgurant, version ibérique de nos 30 glorieuses, incarnée par la Seat. Mais en redonnant le goût de vivre à l'Espagne, la petite voiture allait lancer un mouvement que le franquisme ne pourrait bientôt plus arrêter. Cette histoire s'ancre au sud de Barcelone, dans la Zona Franca. Aujourd'hui une puissante zone portuaire qui, en 1950, est à l'image de tout le pays, sous-développé. Bombardée durant la guerre civile, Barcelone termine à peine sa reconstruction. L'outil industriel est à recréer. C'est l'époque du plan Marshall, pendant lequel les États-Unis investissent massivement en Europe. Franco saisit l'occasion pour faire oublier son rôle trouble durant la Seconde Guerre mondiale. Le dictateur signe des accords de coopération économique avec les Américains et leur octroie des bases militaires. Il sort ainsi de son isolement international. Le caudillo crée alors la SEAT, la Société espagnole d'automobile de tourisme, avec une idée en tête, faire rentrer des devises. Lorsque la SEAT s'installe ici, sur les terrains de la Zona Franca, c'était encore des champs, des terrains agricoles essentiellement et quelques zones de marais gagnées sur les plages. Tout ce quartier se transforme radicalement. Il est près du port. C'est d'ailleurs pour ça que la SEAT a décidé de s'installer ici. Parce que c'était plus facile pour convoyer par bateau les matériaux qui arrivaient d'Italie et d'ailleurs. C'était un endroit stratégique. En seulement 3 ans, une ville dans la ville sort de terre. 600 hectares sur lesquels s'implante l'usine historique de la SEAT, désormais indissociable de la capitale catalane. Mais on ne s'invente pas comme ça constructeur automobile. Le pays doit d'abord s'appuyer sur un partenaire fiable, l'Italie, et sa marque phare, Fiat. Le partenariat technologique avec notre associé au départ était très important. La première année, la majorité des pièces venaient d'Italie. La SEAT et la Fiat 1400 étaient presque identiques. En fait, on se contentait de changer les logos. Puis, au fur et à mesure, on a fait évoluer des choses comme le cadran, les portières. Et dès la deuxième année, 90% des pièces étaient fabriquées à Barcelone. Falta ahora someter el coche a los embates de la lluvia para demostrar que esta no puede penetrar en su interior. Revenue de loin, l'Espagne se surprend elle-même. Elle reste pourtant une dictature verticale dont le premier effort automobile n'a pas été concentré vers le peuple, mais vers son chef suprême. C'est une voiture assez luxueuse et assez onéreuse. Seules les élites du régime pouvaient se l'offrir. Celle-ci, par exemple, a été utilisée pour transporter le chef de l'État lors de la visite officielle qu'il a faite ici. Malgré son prix, le modèle suscite l'engouement. Les Espagnols sont plus nombreux que prévu à s'inscrire sur les listes d'attente. Dès 1957, le succès est tel que la SEAT imagine un nouveau modèle, moins sophistiqué, accessible aux classes laborieuses. L'iconique SEAT 600. C'était l'objet de désir le plus convoité des Espagnols.
La liste d'attente était interminable. Imaginez, il fallait d'abord payer comptant et après il fallait attendre 2 ou 3 ans qu'elle soit fabriquée. En plus, vous ne pouviez rien choisir, pas même la couleur. Si celle-ci ne vous plaisait pas, il fallait se remettre tout en bas de la liste d'attente. L'Espagne peut enfin vivre une part du rêve américain, format XS, et s'offre même le luxe de pubs en anglais. A pretty girl smiles behind the wheel of her 600D Coupé, Seat's most popular car. La Seat 600 raconte parfaitement les changements de la société espagnole, comment elle a évolué. Au départ, en 1957, le prix d'achat représentait 3,5 fois le salaire annuel des Espagnols. Mais en 1973, 16 ans plus tard seulement, il ne fallait plus que 9 mois de salaire. C'est incroyable. Cette histoire, c'est vraiment celle du décollage économique du pays. Pour le régime, c'est l'occasion de se montrer sous un jour nouveau, plus ouvert au progrès. Une modernité que le siège de la société, situé tout près des ateliers historiques, se doit d'incarner. Ce n'était vraiment pas une architecture courante à l'époque, ni à Barcelone, ni nulle part ailleurs en Espagne. C'était un bâtiment totalement novateur, déjà parce que c'était le premier dans le pays à avoir une structure en aluminium. Utiliser ce genre de matériaux était un défi pour l'époque. Mais Seat voulait justement une vitrine emblématique pour la représenter. C'était l'image qu'elle voulait transmettre au pays. Que merecieron el premio internacional Reynolds para la mejor construcción en aluminio. La SEAT da una importancia extraordinaria al bienestar de sus obreros y empleados. Entre sus obras sociales, SEAT cuenta en su factoría con unos espléndidos comedores. C'est aussi pour le régime une tentative d'écrire une nouvelle page de sa relation avec le monde ouvrier et de jouer la carte d'un paternalisme compatible avec la doctrine nationale catholique. L'objectif des architectes, lorsqu'ils ont conçu ce bâtiment, c'était de créer comme une oasis de paix, de repos, au moins pendant l'heure de la pause déjeuner. La qualité de la nourriture était passable, mais c'était pourtant un moment privilégié, avec la possibilité de jouir des jardins, de s'éloigner de l'ambiance de l'usine au moins quelques minutes. Cette pause, dans une certaine mesure, contribuait à ce que les ouvriers se sentent bien. Que le pays connaît une crise du logement dans les années 60, les travailleurs de la SEAT bénéficient de la création d'un quartier flambant neuf. Logement tout confort, supermarché, installations sportives, SEAT devient l'horizon de milliers de familles espagnoles. À 4 ans, dès qu'une place s'est libérée, j'ai pu entrer à l'école maternelle de la SEAT. J'ai poursuivi mes études d'apprenti chez SEAT. Le temps d'apprendre un métier, puis j'ai été embauché à l'usine. Dès l'enfance, ma vie, mon plan de carrière était tout tracé. Nous disposions de plein de chouettes installations. C'était plutôt sympa. L'idée, c'était vraiment de nous séduire, de nous dire « Vous voyez comme le régime est bon avec vous ?» Mais bon, c'était un peu une manière de nous tenir en laisse. Car dans les garderies, comme dans les écoles, c'est à l'Église, fidèle soutien du régime, que sont confiés les enfants de la SEAT. Il ne faut pas oublier que nous étions en dictature, et la structure même du régime était visible tant à l'usine que dans le quartier. Nous avions notre propre commissariat de police. Et la présence à l'église était quasiment obligatoire. Sinon, tu étais puni en classe de catéchisme. Nous n'étions pas de simples travailleurs, mais des collaborateurs. Il ne fallait pas questionner le régime. Il fallait montrer que vivre sous Franco, c'était mieux que vivre dans n'importe quelle démocratie. Le mouvement de modernisation initié par la SEAT va pourtant agir comme un poison lent sur le franquisme. Au début des années 70, malgré l'affichage social du régime, le travail reste dur dans les usines. Un mouvement de contestation voit le jour.
Dans un de ces bars de quartier que l'Espagne a su garder, Thomas a donné rendez-vous à son ami Carlos. Avant d'être collectionneur de Seat, celui-ci fut aussi un important leader syndical. Allez, on trinque à nos retrouvailles. Santé. S'attaquer à la dictature se paie toujours au prix fort. Comme les ouvriers de Seat vont en faire l'expérience ce jour du 18 octobre 1971. Regarde cette photo, c'est un des camarades de l'atelier qui l'a prise. Oui, clandestinement. L'usine était occupée, la police bloquait les accès. C'est une photo vraiment unique. La police est entrée à cheval, armée, pas seulement avec des pistolets et des gourdins, mais aussi des mitraillettes. Il y a eu une bataille rangée dans l'usine. Nous nous défendions avec ce que nous trouvions, avec des barres à vis. Durant ces affrontements, la police a tiré à plusieurs reprises. Un des ouvriers est tué, d'autres grièvement blessés. La contestation gagne le reste du pays. Le régime, à bout de souffle, négocie. Une des premières brèches dans le système. Lorsque je parle avec des gens plus jeunes, qui par chance n'ont pas connu le fascisme franquiste, je leur raconte mon histoire. Moi, j'ai été arrêté, licencié, torturé pour exercer ce qui aujourd'hui est un droit. Franco est mort dans son lit, mais le franquisme, lui, est mort dans la rue. Et ça, c'est en partie grâce aux travailleurs de la SEAT. Alors que Seat aurait pu rester associé à ces heures noires du franquisme, c'est tout le contraire qui s'est produit. Grâce à la transition démocratique de 1975 à 1982 et au miracle économique qui s'ensuit, la marque nationale garde son image hédoniste. Même le rachat par le groupe allemand Volkswagen en 1986 n'entame en rien le lien que les Espagnols entretiennent avec leur marque automobile. À chaque fois que je sors faire un tour en SEAT, il y a des gens qui admirent ma voiture, qui me saluent. Toujours avec beaucoup de joie, de grands sourires, ce qui montre bien toute l'affection que nous avons tous pour cette voiture. Je voudrais vous lire une phrase de l'écrivain Manuel Vázquez Montalbán, qui définit bien ce que nous ressentons. Le jour où les Espagnols sont montés dans une SEAT, ils ont tourné le dos à leur passé et ils sont partis pour un week-end dont ils ne sont pas revenus. Est-ce que vous savez pourquoi le croque-monsieur s'appelle croque-monsieur? Eh bien, pour le découvrir, je vous invite à suivre Raphaël à Paris, du fromager jusqu'à l'assiette, ses papilles. Bonjour, aujourd'hui je vous présente la recette iconique de brasserie française parisienne, le croque-monsieur. Suivez-moi, on va chez Ferdinand, juste au coin de la rue, un fromager du 10e. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je viens préparer des croque-monsieur. Ouais, bienvenue. J'aimerais trouver du fromage qui va bien avec. Ouais, bah super, avec plaisir. Alors, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez faire des croque-monsieur assez doux, sur le côté très beurré. Vous pouvez prendre de l'emmental de Savoie ou du comté jaune. Ou sinon, on peut faire des croques un petit peu plus originaux, un peu plus typés, avec de la vieille mimolette ou du vieux gouda. Je pense que le croque-monsieur, c'est un sandwich qui doit plaire à tout le monde. Et que rester sur quelque chose avec un caractère modéré, c'est pas mal. De l'emmental de Savoie, c'est super. « 10,09 s'il vous plaît. Allez, suivez-moi, on va à la brasserie Bélanger pour préparer les croques au fourneau. On va commencer par la béchamel. Donc nous on fait une mornay qui est une béchamel dans laquelle on ajoute un petit peu de fromage, des mignonnettes de poivre pour donner un petit pic. Alors la béchamel c'est un roux. Un roux c'est un temps pour temps de beurre et de farine. Donc la même quantité de beurre et la même quantité de farine. Et une fois que le beurre sera bien fondu, on va y ajouter la farine en un coup et cuire ce mélange de beurre et de farine. Donc là on a notre roux qui est prêt. On va y ajouter le lait froid. Pour donner un peu de caractère à notre croque, on y ajoute du poivre.
Pour la petite histoire, en fait, à la base, c'est vraiment juste du pain, du jambon et du fromage. Nous, on y ajoute de la béchamel. Dans les années 1910, un bistrotier sur le boulevard des Capucines aurait vendu donc un croque-monsieur avec du pain, du jambon et du fromage. Et quand un client lui aurait demandé quel type de viande il a mis dans son sandwich, il aurait dit c'est du monsieur, donc de la chair humaine. C'est ce qui a fait que le nom croque-monsieur est resté ensuite. Comme dans toutes les belles histoires, il y a un peu de romance. Et donc, contrairement au sandwich parisien classique qui est fait dans une baguette, là, celui-ci, il est fait dans du pain de mie. La raison, c'est que le bistrotier dont je vous parlais tout à l'heure n'avait plus de baguette chez lui, et donc il a décidé de faire son sandwich dans du pain de mie. Je vais commencer par tremper ma tranche de pain dans le beurre pour la beurrer généreusement. Donc ça, ce sera la première face extérieure du croque, celle qui va être bien croustillante sur le dessous. Et la deuxième, que je vais retourner, qui va être le dessus de mon croque, sur laquelle je vais y déposer de la béchamel. C'est beaucoup d'amour, c'est ce qu'on dit en cuisine. Beaucoup d'amour, ça veut dire souvent beaucoup de gras. Dans le montage du croque, je vous conseille de respecter un certain ordre, qui est d'enfermer le jambon entre deux tranches de fromage. Ça va lui permettre de ne pas dessécher à la cuisson et de garder un jambon qui sera bien hydraté. Et pour finir, je mets une petite touche de moutarde pour aller casser un peu le gras et puis mettre un petit peu d'acidité dedans. Pour la cuisson, on va, nous ici au restaurant, le snacker sur la plancha. Donc, à la maison, vous pouvez tout à fait le faire à la poêle. Attention à être bien à feu doux pour ne pas brûler le beurre. C'est parti pour 8 minutes. Donc maintenant, on va venir coiffer le croque-monsieur de son chapeau, qui est un œuf. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le croque-madame. Donc c'est le chapeau de madame déposé sur le croque-monsieur. Et voilà, nos croque-monsieur sont prêts. Il ne reste plus qu'à déguster bien chaud, accompagné d'un bol de salade ou d'un bol de frites. Bon appétit! Bon appétit! Ça me rappelle des souvenirs d'enfance parce que voilà, quand ma mère n'avait pas trop le temps de cuisiner, c'était vraiment le plat qui se fait avec quelques ingrédients et puis c'est tout de suite super bon. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Alors là, on est plutôt team croque-madame. Ouais, c'est comme ça qu'elle faisait ma grand-mère. Elle avait un fer en fonte qu'elle mettait sur la gazinière. Et après, on faisait des œufs au plat à côté, on les mettait dessus. C'était trop bon. On va suivre Malraux au Cambodge maintenant. C'est l'incontournable. Angkor et ses palais des dieux, dans le nord-ouest du Cambodge, fascinent les Occidentaux depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais un autre lieu raconte également la richesse de la civilisation angkorienne disparue. Au cœur de Phnom Penh, le musée national du Cambodge abrite la plus importante collection d'art khmer au monde. Ces milliers de statues expriment un génie artistique unique qui fit tourner la tête d'un célèbre Français en 1923. L'historien de l'art Chanraksme Muong nous raconte l'histoire d'une traque rocambolesque menée par l'un des premiers défenseurs du patrimoine khmer. Georges Grolier est le fondateur du musée et son premier directeur. Il est un pionnier de la promotion de l'art khmer. Il a initié les premiers programmes de recherche qui reliaient le passé au présent. Né dans ce pays dont il parle la langue, Georges Grolier est en 1917 chargé par le gouverneur de l'Indochine d'un projet ambitieux, visant à conserver et à promouvoir l'art khmer. Le musée avait été créé pour rassembler tous les objets d'art khmer. Il s'agissait des œuvres retrouvées au moment des fouilles archéologiques entreprises sur les sites des temples à travers le pays. Car depuis 1907, à Angkor, les archéologues de l'école française d'Extrême-Orient luttent contre la jungle et les moussons pour sauvegarder des temples.
ces chantiers sont d'un grand intérêt politique pour l'administration coloniale qui, dans la région, cherche à affirmer sa puissance face aux rivales britanniques. Georges Grolier fait du musée de Phnom Penh la vitrine de l'action culturelle française en Indochine. Un jour de décembre 1923, il voit un jeune couple, fraîchement débarqué de Paris, franchir la porte du musée. Je ne sais pas quelles étaient les habitudes de Grolier à l'époque. Mais je pense que Malraux, qui a été reçu par le directeur en personne, devait être considéré comme une sorte de visiteur VIP. André Malraux et son épouse Clara Goldschmidt prétendent mener une mission archéologique financée par leurs propres moyens. S'il n'est pas archéologue, le jeune Malraux, âgé de 22 ans, fait néanmoins preuve d'une culture impressionnante. Avant de venir au Cambodge, c'était un visiteur assidu du musée Guimet à Paris. Et c'est dans ce musée qu'il avait appris beaucoup de choses sur les objets d'art khmer qui y étaient exposés. C'était un autodidacte en la matière. Malraux a su convaincre, jusqu'au ministère des Colonies, du bien fondé de son projet. Mais Georges Grolier, lui, est loin de succomber au charme du couple. Grolier a rapidement eu des soupçons sur Malraux et sur les intentions de son voyage. Il ne s'était pas comporté comme les autres chercheurs français qu'on lui avait présentés avant, ni comme ceux qui travaillaient pour la conservation des temples. Grolier voit juste. André Malraux, qui a perdu en bourse la fortune de son épouse, a élaboré un projet fantasque. Piller des statues angkoriennes pour renflouer les caisses du ménage. Le jeune homme a jeté son dévolu sur un petit bijou du Xe siècle, situé au cœur de la jungle, le Banteay Srey. La particularité de ce temple réside dans le fait que les sculptures sont très travaillées. Et la pierre, du grès rose, rend ce temple encore plus beau. Aujourd'hui, Banteay Srey est considéré comme le plus beau temple du pays. Sans tarder, Grolier transmet ses soupçons aux administrations locales près du site d'Angkor, vers lequel se dirige Malraux. Grolier ignore ce qui se trame dans la jungle à 350 km de Phnom Penh, jusqu'au matin du 22 décembre, quand un télégramme inquiétant lui parvient. Les prétendus archéologues auraient embarqué en direction de Phnom Penh en possession de mâles suspects. Monsieur Grolier fait arrêter le bateau dans le port de Phnom Penh. Lors de la perquisition, il trouve des fragments des statues d'Apsara. Il y avait 5 fragments de ces nymphes divines et d'autres statues, notamment celle d'un ermite et d'un gardien du temple. Toutes ces pièces sont saisies et Malraux est arrêté sur le champ. Les pièces fournies au dossier par Grolier sont décisives dans l'inculpation et la condamnation de Malraux à 3 ans de prison ferme. Quelques mois plus tard, en appel, la peine est réduite à 1 an avec sursis, grâce notamment au soutien de la scène littéraire parisienne. Une déception pour Grolier, qui espérait une sanction exemplaire. Plus de 50 ans après les faits, sa femme, Clara Malraux, se justifie. Mais comment avez-vous décidé de partir ? Là, je ne saurais vraiment pas vous dire avec précision, mais nous avions de grosses difficultés financières, il fallait en sortir. André a eu ce mot que j'ai écrit dans mes mémoires, vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler ? Et ça m'a paru tout à fait raisonnable. Et puis j'avais pas uni ma vie à la sienne pour qu'il se mette à travailler. Et l'idée du vol ne vous a pas choqué ? Oh, c'était pas un vol. Il n'y avait pas de Dieu qui s'était posé là-dessus depuis je ne sais combien de temps. Le temple est restauré en 1931, les statues retrouvent leur emplacement initial et tout le monde peut désormais y poser les yeux. En 1966, lorsque Charles de Gaulle se rend au Cambodge, Malraux, alors ministre de la Culture, juge plus sage de ne pas l'accompagner. Allez, retour à la devinette. Est-ce que vous avez trouvé dans quelle ville la France a succombé au rêve californien, en tout cas en matière d'architecture ? Eh bien, c'est à Saint-Jean-de-Luz, sur la côte basque.
On est à la fin des années 20. Les grandes fortunes industrielles installées au Pays Basque sont avides de modernité. Elles sont fascinées par le miracle économique américain. Elles font donc construire des villas à l'image des bâtiments californiens qui les font tant rêver. Cette parenthèse californienne va se refermer à la fin des années 80 avec un retour à une architecture basque plus traditionnelle. Despelt.